Bonjour à tous, voici le dernier diaporama sur l'osmorégulation et l'excrétion chez l'homme, où nous allons plus particulièrement étudier les fonctions de sécrétion et réabsorption du rein, et nous verrons comment cette réabsorption de l'eau et des ions est régulée en fonction des conditions de l'organisme, notamment des conditions d'hydratation et de pression sanguine dans l'organisme. Revenons rapidement sur le plan. Nous allons donc ici aborder la fin de la troisième partie sur le fonctionnement du néphron en étudiant plus précisément les fonctions de réabsorption et de sécrétion de l'eau et des ions. Et enfin, nous verrons dans une quatrième partie la régulation de l'excrétion d'eau et d'ions par les hormones, deux hormones, l'hormone antidiurétique et rapidement l'hormone aldostérone. Donc tout d'abord, grand 3, petit 3, la réabsorption tubulaire. Revenons sur le tableau que nous avons vu initialement sur les principes généraux de fonctionnement du rein et des néphrons. Nous avons vu que les ions comme l'ion sodium et certaines molécules comme le glucose et l'urée sont réabsorbés au cours de leur trajet dans le tubule, c'est-à-dire qu'ils vont être filtrés, passer à travers la barrière du filtre et rentrer dans l'urine primitive, et on en retrouve moins dans l'urine définitive. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir en regardant les quantités qui sont filtrées et les quantités qui sont excrétées. La quantité qui est filtrée, c'est la quantité qui est présente dans l'urine primitive, et la quantité qui est excrétée, c'est la quantité qui est présente dans l'urine définitive. Et vous voyez que donc ces ions sont en moins grande quantité dans l'urine qui va être excrétée définitive que l'urine initialement formée par filtration du sang. Donc il se produit une réabsorption, et si l'on fait des petits calculs que nous ferons en TD qui sont simples, on peut montrer qu'il y a à peu près 90% des ions Na+, qui sont réabsorbés, et si l'on avait aussi la composition en ions chlorure, calcium et hydrogénocarbonate, on verrait que c'est à peu près les mêmes proportions. Alors ensuite, on peut estimer la quantité d'eau qui est réabsorbée. Le débit d'urine primitive qui est formé, c'est-à-dire le débit de filtration glomérulaire, je vous renvoie au deuxième diaporama, est d'environ 120 ml par minute. Par contre, si on mesure le débit d'urine définitive qui arrive à la vessie, il n'y a que 1 ml par minute qui est formé. Donc cela veut dire qu'il y a 119 ml par minute d'eau qui sont réabsorbées au cours du trajet du tubule, ce qui permet donc de concentrer l'urine. Donc ça, c'est dans le cas où on a une hydratation qui est faible. Si jamais vous buvez beaucoup d'eau, le pourcentage de réabsorption de l'eau peut être plus faible, de telle sorte que plus d'eau soit éliminée dans la vessie pour équilibrer la balance hydrique. Si on regarde également les molécules organiques, comme le glucose est absent de l'urine définitive, donc cela montre qu'il est complètement réabsorbé. Et si on avait un document avec les acides aminés, on pourrait remontrer que les acides aminés sont également complètement réabsorbés. Alors ça marche si le glucose et les acides aminés sont concentrés dans le sang avec une concentration physiologique. Mais par contre chez les diabétiques, il y a beaucoup de glucose dans le sang, et donc une partie ne va pas être réabsorbée, ce qui permet de doser du glucose dans les urines. Donc ceci est un indice du caractère diabétique de la personne. Donc nous pouvons illustrer cette notion avec ce petit graphique qui représente le débit de glucose qui est éliminé dans l'urine définitive et le débit de glucose qui est présent dans l'urine primitive en fonction de la glycémie, c'est-à-dire de la concentration en glucose dans le sang qui est en abscisse. Donc si l'on regarde pour des glycémies qui sont inférieures à 10 mmol par litre, on constate que du glucose est dosé dans l'urine primitive. Et plus il y a de glucose dans le sang, plus il y a de glucose dans l'urine primitive. Donc le débit de glucose, c'est un nombre de moles par litre ou par unité de volume qui est formé. Donc plus il y a de glucose dans le sang, plus il y a de glucose dans l'urine primitive, donc dans la capsule de Bowman. Par contre, dans l'urine définitive, on ne retrouve pas de glucose. Donc ça veut dire que le glucose, pour ces concentrations en sucre inférieures à 10 mmol par litre dans le sang, donc le glucose est réabsorbé entièrement et on n'en trouve pas dans l'urine définitive. Par contre, au-delà de 10 mmol par litre, vous constatez qu'il y a du glucose dans l'urine primitive qui est toujours en quantité proportionnelle à la concentration de glucose qu'il y a dans le sang. Mais en plus, on en retrouve dans l'urine définitive et de manière également proportionnelle à la quantité qu'on retrouve dans le sang. Donc à partir d'une certaine concentration, le rein n'arrive plus à réabsorber complètement le glucose qui est présent. Et une partie va donc être éliminée dans l'urine définitive par l'intermédiaire de l'urètre et va se retrouver donc dans les urines que l'on peut doser. Donc, que montre ce document ? Ce document montre que à partir d'une certaine concentration, la réabsorption du glucose ne peut plus se faire entièrement.
Donc ça veut dire qu'il existe en fait un mécanisme qui est saturé, qui n'arrive pas à réabsorber le glucose une fois qu'une concentration maximale est dépassée. Ça prouve qu'il y a des transporteurs moléculaires, c'est-à-dire des protéines qui sont sur la membrane du tubule, qui sont présentes mais en quantité fixe et limitée. Ce qui veut dire qu'elles vont prendre en charge une concentration de glucose maximale et au-delà, le glucose ne pourra pas être réabsorbé et se retrouvera dans l'urine définitive. Donc lorsque la glycémie dépasse le seuil de 10-12 mmol par litre pour la concentration dans le sang, ces transporteurs sont tous utilisés et donc la capacité maximale de réabsorption est atteinte. Désormais, nous allons voir à quel endroit du tubule se produisent les différentes réabsorptions d'eau et d'ions. Et ce qu'il faudra bien distinguer, ce sont les réabsorptions qui sont obligatoires, c'est-à-dire non régulables, qui ne peuvent pas être modifiées par les hormones en fonction de l'état de déshydratation, et les distinguer des réabsorptions qui peuvent être régulées par les hormones. Donc je vous rappelle que le tubule est formé de 3 parties, le tubule contourné proximal, qui est juste à la sortie de la capsule de Baumol, la anse de Henle, avec sa branche ascendante et sa branche descendante, et le tubule contourné distal qui se jette dans le tube collecteur. Donc au niveau du tube contourné proximal, tout d'abord, en fait, il faut savoir que c'est la zone la plus active de la réabsorption. Donc les molécules vont passer de l'urine primitive vers le sang des capillaires péritubulaires, ce qui va permettre d'appauvrir l'urine primitive en ces molécules. Donc on estime qu'environ 70% de l'eau, du Na+, et des ions chlorure sont réabsorbés au niveau de cette partie du tubule. Et cette réabsorption se fait dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulation possible en fonction des conditions de déshydratation. On parle de réabsorption obligatoire de l'eau et des ions. Donc on ne peut pas réguler la quantité d'urine qui est formée à ce niveau, le volume d'urine qui est formé à ce niveau, puisque l'eau sera réabsorbée quoi qu'il en soit de la même manière chez une personne qui est déshydratée ou une personne qui est bien hydratée. Donc la réabsorption se fait essentiellement par des transporteurs. Nous avons vu qu'il y avait 2 voies de transport des ions, les transports passifs qui se font dans le sens du gradient et des transports actifs qui se font dans le sens inverse du gradient. Pour certaines molécules, il s'agit de transports passifs. Si vous regardez le graphe, la réabsorption de l'urée, c'est une flèche bleue, la réabsorption de l'eau se fait de manière passive grâce donc à ce gradient de concentration. Et pour certaines molécules, en fait, la réabsorption va être active. C'est le cas notamment du glucose, des acides aminés, et c'est un transport actif secondaire. Pourquoi ? Puisque ça va utiliser en fait le transport de Na+ comme moteur. Donc le gradient de Na+ est mis en place par la pompe NAK-ATPase. Donc cette pompe va expulser en permanence le Na+ de la cellule du tubule, ce qui fait que le Na+ sera plus concentré dans le milieu extracellulaire que dans l'intérieur de la cellule. Et donc le Na+ a un gradient de concentration qui favorise son entrée à l'intérieur de la cellule. Le glucose et les acides aminés vont utiliser cette force, en fait c'est une sorte de force des ions Na+ qui ont tendance à rentrer pour rentrer dans la cellule là où ils sont en fait plus concentrés. Donc ils vont rentrer dans un milieu qui est plus concentré, donc à l'inverse de leur gradient. Donc ce gradient de Na+, il va être utilisé par des transporteurs qui sont saturables, on appelle ça des cotransporteurs, qui transportent à la fois le Na+ dans le sens du gradient et le glucose ou les acides aminés, c'est soit l'un soit l'autre, dans le sens contraire de son gradient. Et donc ça c'est ce qu'on appelle un transport actif secondaire. Le transport actif primaire c'est la pompe NAK-ATPase qui utilise l'énergie de l'ATP pour créer le gradient de Na+, et le transport actif secondaire c'est un cotransporteur qui utilise ce gradient de Na+ qui a été créé pour faire entrer le glucose contre son gradient de concentration. Et après le glucose, une fois qu'il est dans la cellule du tubule, il va sortir par d'autres transporteurs pour rejoindre les capillaires péritubulaires et se retrouver dans le sang. Et ça c'est un transport passif puisque le glucose est plus concentré à l'intérieur de la cellule que dans le milieu extérieur et les capillaires péritubulaires. En ce qui concerne la réabsorption d'eau se fait en utilisant également ce moteur de transport du Na+. Le Na+, se concentre dans le milieu extracellulaire et dans les capillaires péritubulaires, ce qui va permettre d'augmenter légèrement l'osmolarité dans le milieu extracellulaire par rapport au milieu de l'urine et le milieu intracellulaire. Ce qui fait que l'eau va diffuser du milieu où l'osmolarité est la plus faible vers le milieu où l'osmolarité est la plus forte, donc à savoir dans les capillaires péritubulaires.
On dit donc que l'eau suit le Na+. Comme cette réabsorption de l'eau ne peut pas être régulée, on parle d'une réabsorption obligatoire de l'eau, où on dit également que l'eau suit obligatoirement le Na+. Voyons maintenant ce qui se produit au niveau de l'anse de Henle. Dans le tube contourné proximal, l'eau et les ions Na+ sont réabsorbés au même moment. Et l'ion Na+ est un moteur à la réabsorption de l'eau. Dans l'anse de Henle, l'ion Na+ va être réabsorbé dans une zone différente de la zone de réabsorption de l'eau, mais reste toujours le moteur, enfin un des moteurs de la réabsorption de l'eau. Donc il y a en fait deux parties dans l'anse de Henle, il y a la partie descendante et la partie ascendante. La partie ascendante, tout d'abord, elle est imperméable à l'eau puisqu'elle ne contient pas les aquaporines, qui sont les molécules qui vont permettre à l'eau de passer de la lumière du tubule, donc de l'urine, à travers les cellules du tubule vers les capillaires tubulaires. Je vous rappelle que les aquaporines, c'est des petits pores à eau qui sont spécifiques à l'eau. Par contre, cette partie, elle est perméable au sel et elle va permettre donc de réabsorber les ions Na+ et Cl-, qui vont rejoindre les capillaires péritubulaires. Mais en rejoignant les capillaires péritubulaires, ils passent d'abord dans le liquide interstitiel et ils vont légèrement augmenter l'osmolarité de la médula dans laquelle on trouve la anse de Henle, ce qui va créer un moteur de la réabsorption de l'eau. Mais cette réabsorption de l'eau, elle va être découplée spatialement puisqu'elle va se faire au niveau de la partie descendante de l'anse de Henle qui est perméable à l'eau, qui contient des aquaporines mais qui est imperméable au sel. Cette réabsorption de l'eau, elle est passive, elle se fait par osmose, puisque l'osmolarité du liquide interstitiel va être légèrement plus élevée que l'osmolarité de l'urine et des cellules du tubule. Donc l'eau va naturellement passer de l'urine vers le liquide interstitiel et ensuite rejoindre les capillaires péritubulaires qui circulent le long de l'anse de Henle. Donc ici, il n'y a pas non plus de régulation de la réabsorption d'eau. La réabsorption de l'eau se fera obligatoirement. Simplement, elle ne se fait pas au même endroit que la réabsorption des ions Na+. Donc quel que soit l'état de déshydratation de l'organisme, la réabsorption de l'eau et donc le volume d'urine définitive qui sera formé à la fin de la anse de Henle sera le même. Nous arrivons maintenant dans la partie distale du tube contourné. Au niveau de cette partie, finalement c'est très proche du tube contourné proximal. Il y a réabsorption du Na+ et de l'eau conjointement, donc simultanément. Donc l'eau va suivre le Na+, qui est réabsorbé. Et nous verrons dans la quatrième partie qu'au niveau de cette partie du tubule, la réabsorption des ions Na+ peut être plus ou moins importante en fonction des conditions de déshydratation de l'organisme, ce qui va permettre de réguler la quantité d'eau qui est réabsorbée, donc le volume d'eau qui va rester dans l'urine définitive et qui sera éliminé vers la vessie. Donc nous allons aller un peu plus en détail dans la quatrième partie. En ce qui concerne le tube collecteur est également une zone de réabsorption de l'eau grâce à des aquaporines, et nous verrons également que c'est à ce niveau que le volume d'urine définitive peut également être régulé grâce à une hormone qui est l'hormone antidiurétique qui peut réguler le volume d'urine qui va être éliminé à la fin du tube collecteur. Dernière partie sur le fonctionnement du néphron, je voudrais revenir sur le mécanisme de sécrétion tubulaire. Nous allons aller beaucoup moins dans le détail, il y aura juste une diapositive. Donc la sécrétion tubulaire se produit essentiellement dans le tube contourné proximal et le tube contourné distal. Donc je vous rappelle que c'est le passage de molécules des capillaires péritubulaires vers la lumière du tubule pour augmenter la quantité de ces molécules dans l'urine définitive par rapport à leur quantité dans l'urine primitive. Donc ça permet de concentrer des molécules qui ne sont pas suffisamment passées à travers la barrière du filtre et qu'il faut éliminer davantage. Donc ça concerne certains médicaments, des polluants, mais également des ions ammonium, qui sont notamment des résidus de dégradation des protéines, des ions K+, en excès par exemple, les ions H+, qui va permettre de réguler le pH du sang. S'il y a trop d'acidité dans le sang, les ions H+, peuvent être sécrétés dans l'urine pour éliminer des protons, donc des ions H+. Et certaines molécules comme la créatinine peuvent également être sécrétées. La créatinine, c'est un déchet du fonctionnement musculaire. Donc voilà uniquement ce que je voulais vous dire sur ces mécanismes de sécrétion. Vous irez peut-être plus dans le détail plus tard dans vos études. Pour terminer ce chapitre sur le rein,
Nous allons maintenant voir comment l'absorption de l'eau et des ions sont régulées par les hormones pour adapter en fait la quantité d'urine à la quantité d'eau qui a été absorbée au quotidien par la boisson, les aliments. Donc dans un premier temps, nous allons étudier la régulation de la réabsorption de l'eau par une hormone qui est l'hormone antidiurétique. Donc je vous ai mis en haut en fait des petits pots de collecte d'urine. Vous avez tous constaté qu'en fonction de la quantité d'eau que vous buvez au quotidien, la couleur de l'urine est modifiée. Donc si vous buvez beaucoup et que vous avez peu mangé, l'urine est peu concentrée. Et en général, il y a un grand volume d'urine qui est formé et donc votre urine est peu colorée. Par contre, si vous buvez très peu, il va y avoir une concentration de l'urine qui se produit avec donc un volume d'urine faible qui va être éliminé par la vessie et donc l'urine sera très colorée. Comment se fait-il donc qu'on puisse adapter en fait ces volumes et ces concentrations d'urine en fonction de l'apport quotidien en eau et en sel? Revenons tout d'abord sur quelques expériences qui ont été menées chez l'animal anesthésié. Donc dans un premier temps, on mesure le débit urinaire chez un animal en fonction du temps, un animal témoin. Donc c'est le graphe qui est localisé à gauche. Dans un second temps, on réalise la même expérience, on mesure le débit urinaire, c'est-à-dire le volume d'urine définitif qui est formé par minute, et on fait cela après une injection d'ADH, donc qui est l'hormone antidiurétique, ou des extraits de post-hypophyse, c'est-à-dire que l'on prélève la post-hypophyse, que l'on broie et que l'on injecte dans le sang de l'animal. Et vous pouvez constater que l'ADH ou les extraits de post-hypophyse diminuent le débit urinaire, la diurèse, c'est-à-dire le volume d'urine définitif qui a été formé. Cela veut dire qu'il y a moins d'eau qui est présente dans l'urine définitive. Donc, autrement dit, plus d'eau a été réabsorbée de l'urine primitive vers le sang, ce qui fait qu'il y a moins d'eau dans l'urine définitive formée chez cet animal. Au bout d'un certain temps, les effets de l'ADH ou de l'extrait de post-hypophyse s'atténuent, ce qui fait que le débit urinaire revient à des valeurs témoins d'environ 3 ml par minute. Donc pour conclure sur ce document, nous pouvons donc dire que dans l'hypophyse, il existe un facteur diffusible, qui serait peut-être l'ADH, qui diffuse dans le sang, donc ce serait une hormone, qui est capable d'induire une diminution du débit d'urine formé. Et comme le débit c'est un volume par unité de temps, donc ça permet de diminuer le volume d'urine qui est formé par minute. Étudions d'un peu plus près l'hormone antidiurétique. Donc l'hormone antidiurétique, c'est une hormone qui est sécrétée par la neurohypophyse, qui est une des parties de l'hypophyse. Donc dans l'hypophyse, on a la neuro ou la post-hypophyse, c'est la même chose, et l'adénohypophyse qui sécrète notamment la FSH, la LH que vous avez déjà étudié au lycée. Donc la neurohypophyse sécrète des neurohormones qui sont donc sécrétées par des neurones dans le sang. Ces molécules ont un statut intermédiaire entre le neurotransmetteur et l'hormone. Donc on parle de neurohormone. Donc c'est une hormone qui est peptidique, qui est formée de 9 acides aminés, relativement conservés dans le vivant. Et donc si l'on regarde en fait le taux d'ADH plasmatique en fonction de la déshydratation de l'organisme, on constate que plus il y a de déshydratation, c'est-à-dire plus le temps depuis la prise d'eau est important, plus le niveau d'ADH plasmatique est important. Donc l'ADH en fait serait une hormone qui détecte la déshydratation et qui serait sécrétée dans le sang par la neurohypophyse suite à la déshydratation, et qui régulerait donc le volume d'urine formé en conséquence s'il y a une déshydratation. Cela veut dire que l'organisme manque d'eau et donc l'ADH permet d'éliminer moins d'eau par l'urine pour que de l'eau soit réabsorbée vers le sang afin de limiter les effets de la déshydratation. Donc des expériences ont été menées à l'échelle moléculaire pour étudier plus précisément l'effet de l'ADH ou l'AVP sur le graphe, c'est la même chose, sur la perméabilité à l'eau du tube collecteur. Donc le tube collecteur recueille l'urine formée par plusieurs néphrons et achemine l'urine qui est formée par les néphrons vers le bassinet qui ensuite amènera l'urine vers la vessie. Et on constate que dans les conditions de base, la perméabilité à l'eau du tube collecteur est très faible. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau qui est contenue dans le tube collecteur, donc dans l'urine, ne peut pas être réabsorbée et sera forcément éliminée vers la vessie. Par contre, quand on ajoute de l'AVP ou de l'hormone antidiurétique, on constate que la perméabilité à l'eau du tube collecteur augmente, ce qui veut dire que des aquaporines
apparaissent dans le tube collecteur, ce qui permet au tube collecteur de laisser passer de l'eau à travers sa paroi pour que de l'eau soit réabsorbée vers les capillaires péritubulaires, donc vers le sang. Donc autrement dit, lorsqu'il y a de l'hormone antidiurétique, le tube collecteur peut réabsorber de l'eau grâce à une augmentation de sa perméabilité, ce qui fait que l'urine s'appauvrit en eau et l'eau rejoint le sang, ce qui permet de limiter en fait l'excrétion d'eau au niveau de l'urine. Donc pour résumer, nous avons vu que l'hormone antidiurétique est une hormone qui diminue la diurése, donc elle pourrait agir sur le rein. Donc pour tester cette hypothèse, la perméabilité à l'eau du tube collecteur rénal in vitro a été étudiée en réponse à l'hormone antidiurétique ou AVP. On constate que sans ADH, le tube collecteur est très peu perméable à l'eau, donc ça c'est dans les conditions de base. Et ensuite, lorsqu'il y a de l'ADH qui est produit en cas de déshydratation, l'ADH induit une augmentation de la perméabilité à l'eau du tube collecteur, ce qui veut dire que le tube collecteur est capable de laisser passer l'eau qui sort de l'urine pour rejoindre le sang. Et donc, ceci prouve que l'ADH est bien une hormone qui régule la diurèse en agissant plus précisément sur le tube collecteur et en favorisant la réabsorption de l'eau de l'urine vers le sang au niveau du tube collecteur. Alors, quels sont les stimuli qui induisent la sécrétion d'ADH par l'hypophyse et qui régule donc la diurèse? Donc, il a été montré que la sécrétion d'ADH par la post-hypophyse est induite par une augmentation de l'osmolarité du plasma lors d'une déshydratation. Lorsque le plasma est déshydraté, le volume d'eau diminue dans le plasma, donc le volume de solvant, ce qui fait que les différentes molécules qui sont présentes dans le plasma, les ions, les molécules organiques, sont plus concentrées, les osmoles sont donc plus concentrées, ce qui induit une augmentation de l'osmolarité. Par exemple, on a dit que l'osmolarité de base était d'environ 290 milliosmoles par litre. Elle peut augmenter par exemple à 294 milliosmoles par litre et cette augmentation d'osmolarité est suffisante pour induire en fait la sécrétion d'ADH par la post-hypophyse. Donc ceci peut être prouvé également chez l'animal. Si l'on prend une solution qui est à environ à 290 milliosmoles par litre et que l'on l'injecte dans le plasma de l'animal, le débit urinaire de l'animal anesthésié restera le même. Par contre, si l'on injecte une solution qui est hyperosmotique au plasma, c'est-à-dire que par exemple on prend une solution qui est très concentrée en sel, qui a environ 400 milliosmoles par litre et on l'injecte dans le plasma de l'animal, on constate que le débit urinaire est diminué en conséquence, même si finalement on ne joue pas vraiment sur le volume de plasma puisque le volume va au contraire augmenter si l'on injecte une solution de liquide. Mais cette solution est hyperosmotique, donc la post-hypophyse va détecter l'augmentation de l'osmolarité du plasma, ce qui indiquera une sécrétion d'ADH qui va réguler la diurèse, notamment en jouant sur la perméabilité du tube collecteur. Nous arrivons sur les 3 diapositives bilan concernant l'hormone antidiurétique. Vous avez ici un petit graphique qui compare les sécrétions d'ADH dans des conditions de déshydratation ou d'hydratation normale. Lors d'une hydratation normale, le volume sanguin est suffisant, donc la pression qu'exerce le sang sur la paroi des vaisseaux et sur la paroi du cœur est suffisante, donc l'organisme détecte une pression normale. Ensuite, l'osmolarité du plasma est normale, d'environ 290 milliosmoles par litre. La post-hypophyse ne sécrète donc presque pas d'ADH. Lorsque l'ADH n'est pas présente dans l'organisme, la réabsorption de l'eau par le tubule collecteur ne se fait pas, ce qui fait que le volume d'urine définitif qui est éliminé est important, puisque peu d'eau retourne vers le sang au cours de son trajet dans le tube collecteur. Il y a donc une augmentation du volume d'urine qui est formé, et l'urine est donc peu concentrée, puisqu'il y a un grand volume de solvant qui est l'eau. Dans des conditions de déshydratation, l'organisme détecte cette déshydratation de 2 manières. D'une part, par l'augmentation de l'osmolarité du plasma puisqu'il y a moins de solvant, et comme le volume de sang diminue légèrement, ceci induit une diminution de la pression sanguine dans les vaisseaux sanguins et dans le cœur, qui est détectée par la post-hypophyse. La post-hypophyse sécrète de l'ADH. L'ADH circule dans le sang jusqu'au rein. Au niveau du tube collecteur, la présence d'ADH permet d'augmenter la réabsorption de l'eau qui passe donc de l'urine vers le sang. Le volume d'urine diminue donc, et donc on recueille un faible volume d'urine qui est en plus très concentré puisque les molécules d'ion et d'urée et éventuellement de glucose qui sont encore présentes dans l'urine pour être éliminées seront donc dissous dans un petit volume. L'urine sera donc plus concentrée.
Donc lorsqu'il n'y a pas d'ADH, votre urine sera claire avec un grand volume, et lorsqu'il y a de l'ADH, votre volume d'urine sera faible et l'urine sera plus colorée. En regardant de plus près ce qui se passe au niveau du tube collecteur, voici un petit schéma bilan. S'il n'y a pas d'ADH sécrété, c'est-à-dire que si l'organisme n'est pas en condition de déshydratation ou d'augmentation de l'osmolarité du sang, l'eau est donc bloquée dans le tube collecteur. Donc initialement, si l'on regarde l'osmolarité en haut du tube collecteur de l'urine définitive arrive avec une osmolarité de 300 milliosmoles par litre. Elle descend dans le tube collecteur et aucune eau n'est réabsorbée. Donc le volume de solvant va rester le même, sachant qu'il n'y a pas de réabsorption d'ions. La concentration en osmole va donc rester identique et l'urine qui sera éliminée aura donc une même osmolarité d'environ 300 milliosmoles par litre, avec un grand volume. Donc là, votre urine sera de couleur relativement claire. Donc ça, c'est lié au fait que la paroi du tube reste imperméable à l'eau et donc l'urine s'écoule sans modification du volume d'eau qui est présent. Maintenant, si on se place dans une condition où il y a présence d'ADH dans le sang, donc suite à une déshydratation et une augmentation de l'osmolarité du sang, cette fois-ci, l'eau peut diffuser hors du tube collecteur grâce à la présence d'aquaporines qui ont été mis en place sur la paroi du tube collecteur. Et donc l'eau diffuse vers la lymphe interstitielle, puis retourne vers le sang pour limiter la déshydratation. Donc initialement, l'urine est présente avec une osmolarité de 300 milliosmoles par litre. Et comme de l'eau, donc du solvant, est retirée, les ions qui sont éliminés et les molécules qui sont éliminées dans l'urine se concentrent dans l'urine. Et au maximum, l'urine peut se concentrer 4 fois et atteindre une osmolarité d'environ 1200 milliosmoles par litre. Donc ça, c'est dans le cas d'une réabsorption d'eau maximale. Et donc l'urine sera donc de couleur très foncée avec un faible volume. Pour terminer ce cours sur le rein, je voulais revenir sur une autre hormone qui est l'aldostérone, qui régule également la réabsorption d'eau et d'ions Na+, au niveau du tubule. Donc on ira moins dans le détail que l'hormone antidiurétique, puisque nous n'avons pas le temps. Et ensuite, c'était surtout pour vous donner un exemple bien précis et savoir que d'autres hormones existent et régulent également le fonctionnement du rein. Alors l'aldostérone, c'est une hormone qui est de nature, cette fois-ci, lipophile, qui dérive du cholestérol. On appelle cela donc une hormone stéroïde. Elle est sécrétée par la cortico-surrénale. Je vous rappelle que la surrénale, c'est une glande qui est formée de 2 glandes qui sont collées, la cortico-surrénale qui est en périphérie, qui sécrète entre autres l'aldostérone, et la médulo-surrénale que nous avons déjà étudiée, qui sécrète l'adrénaline et la noradrénaline. Donc lorsque il y a une diminution de la pression sanguine, ce qui veut dire que ceci est interprété comme un signal de déshydratation, la pression sanguine va être détectée par la cortico-surrénale, ce qui va induire en fait une sécrétion de l'aldostérone. L'aldostérone est déplacée dans le sang où elle agit sur le rein. Mais au niveau du rein, elle va agir au niveau du tube contourné distal. Elle induit une réabsorption du Na+ au niveau du tube contourné distal. Et comme l'eau suit le Na+ dans cette partie-là, je vous renvoie à la partie réabsorption, plus d'eau va être réabsorbée, ce qui va permettre de réaugmenter le volume de sang et donc d'augmenter la pression sanguine pour rétablir la pression sanguine. Donc l'aldostérone, c'est une hormone qui intervient dans la boucle de régulation de la pression artérielle, des choses que vous verrez peut-être plus tard dans vos études. Pour résumer, l'action de l'aldostérone se fait au niveau du tube contourné distal, où de l'eau et des ions Na+ sont réabsorbés. Lorsque il y a présence d'aldostérone dans le sang, la réabsorption du Na+ et de l'eau est forte. Par contre, en absence d'aldostérone, la réabsorption de Na+ et d'eau est faible. Donc lorsqu'il y a de l'aldostérone, plus d'eau est réabsorbée, donc le volume d'urine diminue. Par contre, le volume de sang augmente, ce qui permet d'augmenter la pression sanguine, la pression artérielle. Le cours sur le rein est terminé. Je vous laisse à nouveau avec quelques quiz pour vérifier votre compréhension de cette partie du chapitre au niveau de ce diaporama. Et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt!